De l'art et du breton. Le Grand Bazar. La Bretagne est l'une des régions françaises où l'on trouve l'un des viviers d'artistes les plus importants. Musique, arts plastiques, théâtre, tous les arts y sont représentés et sous toutes ces différentes formes. Mais justement, qu'est-ce que la différence dans l'art ? Les arts, le domaine par excellence où la différence est richesse, créativité. Pas de version détournée de la Joconde sans différence, comme celle de Dali, Duchamp, Corot ou encore Léger. Et oui, tous ces tableaux représentent la même femme avec un prisme différent. C'est ça qui est magique dans l'art. Aujourd'hui, focus dans le Grand Bazar sur des artistes qui assument et qui assurent à fond leurs différences. Pascal Sacleux est notre premier invité. Son truc, photographier des roues. Il faut dire qu'il l'est lui-même. À travers son art, il sublime les roues et leur donne un sésame pour être à l'aise avec leur image. Deuxième invité, le duo Fil et Chat. Leur différence, ils peignent toujours à 4 mains. Du coup, ça donne un style, 2 fois plus différent. Troisième artiste invité, le chansigneur, comprenez traducteur en langue des signes de chansons, Pascal, qui traduit pour ceux qui n'entendent pas la musique du génial Sylvain et de son groupe Manivelle Swing. Une journée, 3 artistes, un challenge pour chacun, créer une œuvre d'art sur le thème du hors-norme avant la tombée de la nuit. Pour le cadre, 3 lieux atypiques, véritables bonnes adresses à découvrir au programme. On va, bref, du beau, du bon, du grand bazar. Allez, c'est parti. À Rennes, il existe un lieu différent où différence rime avec richesse et sourire. Le Café Joyeux. Son nom donne tout de suite envie de pousser la porte. Au Café Joyeux, on est servi avec le cœur. Le coffee shop, ouvert depuis un peu plus de 2 ans, forme et emploie des personnes en situation de handicap mental et cognitif. Le lieu cartonne et accueille aujourd'hui Pascal Sacleux, notre premier invité du jour, qui va tirer le portrait de ses employés. Bonjour Pascal, Bonjour, bienvenue hello. au Café Joyeux. Bonjour, merci de me recevoir, c'est cool. C'est avec plaisir. Je vous présente toute l'équipe, Youen, Hello tout le monde. Catherine, Cécile, et il en manque d'autres parce que voilà, on est 9 en tout dans l'équipe. C'est né comment tout ça? Donc là, le Café Joyeux de Rennes, c'est le premier, c'est né il y a à peu près 2 Ouais. ans, un peu plus de 2 ans. Et le fondateur, c'est Yann et sa femme Lidwine Bucaille. Ouais. Ils ont une association qui est basée à Dinard et qui D'accord. s'appelle Émeraude Voile Solidaire. Oui. Et en fait, l'association a un bateau qui s'appelle Efata et qui permet à des associations de partir naviguer sur la baie le temps d'une journée. D'accord. Et lui était skipper d'un bateau Oui. avec un groupe de jeunes autistes. Et il y en a un qui s'appelle Théo qui lui a dit Chef, pourquoi je travaille pas? Est-ce que tu n'aurais pas un boulot à me trouver? Et en fait, c'est une phrase qui l'a vraiment marqué. Et après, pendant à peu près 2 ans avec sa femme, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tous ces jeunes qui ont vraiment cette soif de travailler? Voilà, donc il a monté un café, donc le Café Joyeux. Cool, bah pour la peine, je vais vous photographier. Et ben c'est avec joie, ça va être par ici, Pascal, on va pouvoir Ok, s'installer super. dans la Merci. salle du fond. Pascal Sacleux, notre premier invité, montre son travail aux employés. C'est sa spécialité, photographier et magnifier des gens, loin des modèles que l'on trouve sur du papier glacé. Je suis Pascal Sacleux, photographe. Moi, ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est le portrait. Et ce qui m'intéresse dans le portrait, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens de la vie de tous les jours, ceux qui ne sont pas forcément socialement photogéniques, deviennent des stars. Je veux montrer à tout le monde que tout le monde peut être beau. Alors Bandotte, je vais te photographier là, bouge pas trop. Ok, est-ce que tu peux tourner tes pieds et tes épaules? Voilà, parfait, regarde-moi bien. Super, je te remercie. Mon parcours, moi, j'ai fait l'école Louis Lumière au siècle dernier, en 90. Ah cool. Ça a été le point de départ de tout ça. Et puis ensuite, j'ai photographié un petit peu tous les gens qui passaient à ma portée. Mais moi, j'étais très très attiré par les autres cultures. Mais bon, tant qu'on n'est pas publié, on n'est pas vraiment photographe. Et donc j'ai proposé à un magazine qui s'appelait Black News
de travailler gratuitement pour lui, de manière à pouvoir être publié. Donc j'ai fait ça, et là j'ai eu accès à des gens que je pensais jamais pouvoir approcher, comme Nina Simone, comme les Fujis, et je me suis fait les dents comme ça. Je suis venu habiter en Bretagne, et puis en Bretagne, il y a plein de personnes rousses comme moi. Et un jour, j'ai décidé de faire une expo sur mes semblables. Et puis là, j'ai eu l'impression de soulever un tapis avec plein de poussière dessous, quoi. En Bretagne, j'ai découvert que les personnes rousses avaient pour la plupart toutes morflé dans leur enfance, etc. Ça avait un impact, mais pas du tout négligeable, sur les personnes que j'avais photographiées. Et je ne suis pas docteur, hein, je suis encore une fois un petit photographe, quoi. Mais je me suis aperçu que l'image que je pouvais montrer aux gens que je photographiais, leur image en tout cas, leur plaisait et leur donnait une autre approche d'eux-mêmes. Et là, je me suis dit que je pouvais éventuellement me pencher sur ce qu'on appelle pompeusement la thérapie par le portrait. Moi, j'appelle ça portrait pour tous. C'est-à-dire montrer à chacun qu'il peut être beau. J'ai photographié des gens en surpoids, j'ai photographié des gens transgenres qui ne s'étaient pas encore approprié leur nouvelle identité. Et puis simplement des gens qui ne sont pas à l'aise avec qui ils sont, en tout cas qui la société pleine de standards leur montre en fait. Phil et Chan, nos seconds performeurs qui peignent à 4 mains, préparent leur matériel dans leur atelier avant de se mettre en route. Ouais, on prend tout, deux derniers sacs et on file. Tandis que les membres du groupe Manivelle Swing et Pascal le chanseigneur, c'est-à-dire le traducteur-interprète en langue des signes, se baladent dans les rues de Rennes. Le temps qu'ils arrivent tous à bon port, vous allez découvrir le portrait d'un artiste, véritable force de la nature, qui a presque vaincu son handicap. Karim Randé est acrobate. En 2016, suite à une méchante blessure sous le chapiteau, il prend la décision de se faire amputer du pied droit afin de pouvoir reprendre le cirque. Les autres alternatives le condamnant à une vie sans sport et sans spectacle. C'est un portrait plein d'espoir réalisé par Clara Luce Pueyo. La première rencontre, c'est avec Fabien. J'en ai parlé avec lui déjà de prémices d'un spectacle. On a commencé à travailler ensemble. Enfin, lui, il m'a appris en tout cas des mouvements de danse béquille, qu'après moi j'ai développé avec des béquilles basses. Suite à ça, c'est avec Pico Thibaut. Thibaut qui était en tournée au Chili et qui au Chili a eu des problèmes d'hernie abdominale. Et quand il est rentré en France, il m'a raconté son histoire. Et Thibaut, c'est lui qui a été le déclencheur pour moi de... Je ne veux pas parler du handicap, je veux parler de la blessure. Costal ? Ouais. Alors Karim, fixe-le. Voilà, ça c'est fait. J'ai toujours vu la blessure, du moins dans le monde du cirque, comme compagne.
C'est-à-dire, c'est pas un ennemi. C'est pas un étranger. Tu fais ton petit bonhomme de chemin, et un jour tu vas la rencontrer. Cette personne qui s'appelle la blessure. Et tu vas faire un bout de chemin avec elle. Et puis vous allez vous reséparer, et vous allez reprendre des routes parallèles, pour peut-être vous re-rencontrer. Mais faut pas en avoir. Pour moi, faut pas en avoir peur. Elle fait partie intégrante de la vie. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la blessure. Et si tu ne l'acceptes pas à ce moment-là, en tout cas, fais pas de cirque. 99,9% des artistes de cirque se blesseront un jour et se blesseront de manière grave. C'est comme ça. C'est statistique. Et il y a eu du coup toute cette réflexion de dire si je montais une compagnie, je vais monter une compagnie qui défend quelque chose. Et moi, j'avais envie de défendre l'idée d'avoir un corps bancal. D'avoir un corps qui soit différent. Pas forcément handicapé, c'est pour ça que je dis bien un corps bancal. C'est-à-dire que n'importe qui, en gros, pourrait rentrer dans la compagnie bancale. On a tous un pied plus petit que l'autre. Donc on est tous bancals en vrai. Sauf que moi, je suis très bancal. Voilà. En gros, comment j'en suis arrivé à monter cette compagnie et ce spectacle. Là, il subsiste juste une lame de carbone recouverte de plastique dur. Alors, forcément, vous le dites si je vous fais chier, hein, ça va ? Cool, merci. Ouais. Recouverte de plastique dur. Et ça vient écraser mon pouce. Alors voilà, j'ai réparti dans tous mes sacs à dos et un petit peu partout chez moi des chausse-pieds métalliques pour pouvoir mettre et enlever mes chaussures partout où je vais. Le regard des autres, moi je me rappellerai toujours la première fois où je suis sorti de la rééduque après l'amputation. Donc je suis sorti une semaine après l'amputation, j'avais un week-end et j'ai demandé si je pouvais sortir. Du coup, ils m'ont autorisé. J'avais pas de prothèse encore, donc j'étais en béquille et amputé. Et là, je me suis vraiment confronté au regard. Vraiment. Avec les gens qui se retournent, les gens qui regardent. Et puis ça, clairement, on voit un blessé de guerre, quoi. On voit, moi je pense, Première Guerre mondiale. J'avais pas les grandes béquilles, mais quand même. Au début, ça fait vraiment bizarre. Et en fait, moi, j'ai été, j'allais pas dire touché, mais j'ai envie de dire agréablement surpris du regard des autres. Ce que je dis, ça m'a ouvert de nouvelles perspectives, un nouveau corps qui fait que je redécouvre l'acrobatie, par exemple. Pour moi, j'étais déjà acrobate, mais moi, pour moi, là, je redécouvre tout un pan d'acrobatie qui est génial. Un acrobate bancal, quoi. Un acrobate qui a une jambe, comment tu te réceptionnes quand t'as pas de jambe. Donc, ça fait mal au dos parce que t'es un peu bancal, justement. Mais c'est génial. T'as tout un pan de l'acrobatie qui s'est réouvert, où je redeviens un gamin qui redécouvre un truc, un nouveau jouet, quoi. Un nouveau jouet bizarre et qui manque une jambe, c'est tout. L'optimisme contagieux de Karim, c'est également celui de nos invités qui mettent leur talent au service des autres afin que leur art soit davantage accessible. Pascal poursuit son shooting. Vous découvrirez ses photos à la fin de l'émission. Nos plasticiens arrivent dans le lieu où ils vont œuvrer. Phil et Chat ont eux aussi un grain de folie qu'ils cultivent, mélanger leur univers sur les mêmes toiles. Ils vont d'ailleurs en créer une au Café Brocante Alaska, un lieu qui célèbre la différence et où chaque objet est unique car minutieusement chiné et sélectionné par les propriétaires. Bienvenue. C'est joli ici. Vous êtes ici depuis longtemps? Alors, on va fêter nos 3 ans. Un ancien garage Peugeot, un hall d'exposition, plein de trésors. D'accord, il y a plein de trucs à découvrir, effectivement. Ça va être très inspirant, je trouve. Ok, merci. Merci de votre accueil. Ouais, Jacques, il y a plein d'objets chez toi. On a envie de te poser plein de questions. Tu peux m'en dire un petit mot sur cette sculpture? C'est un bronze ou... C'est une sculpture qui m'a l'air d'être en bronze et qui est un peu un symbole qu'on trouve à la Cité des Étoiles à Moscou. Tout le monde du cosmos, le monde de la Lune, des étoiles, tout ça nous fascine. Et notamment celui-ci, tu peux nous en dire un peu plus? Voilà, donc du coup, Chat, ça c'est donc une map monde de Lune, un globe lunaire, et on voit les alunissages, surtout sur celle-là qui est assez étonnante parce qu'elle a la face un peu cachée, avec le côté à l'ombre.
quand on chine, quand on fait de la brocante, on est toujours amené à rencontrer des choses assez incroyables. Bon, bah, il y a peut-être un moment où il va falloir qu'on se mette à bosser. Il est en effet temps de commencer la toile. Bonjour, moi je suis Philippe Sido, donc mon nom d'artiste c'est Phil. Je suis artiste peintre sculpteur. Donc moi c'est Charlotte Carcin, on m'appelle Chat, donc nous sommes les Phil et Chat. Donc on a ouvert notre atelier galerie il y a maintenant 4 ans sur Rennes. Alors on a une particularité, c'est que nos travaux, souvent, que ce soit les sculptures ou les peintures, sont souvent partagés à 4 mains. Voilà, on est impatient de se lancer dans l'aventure. Voilà. Dernier invité, le groupe Manivelle Swing et Pascal, le Chansigneur. Ils vont répéter leur interprétation chant, musique et langue des signes au Café Citron, un lieu différent, coloré et insolite. Bref, très inspirant. Voilà, vous êtes donc chez Citron, le premier café vélo de Rennes. Donc c'est un lieu où on peut venir boire des cafés, manger une galette, faire réparer son vélo, acheter un vélo aussi si vous en avez envie. Et puis voilà, le mieux c'est qu'on aille boire un petit café. Okay. Venez, suivez-moi. Bonjour, moi c'est Sylvain, je suis chanteur dans le groupe Manivelle Swing. Moi c'est Pascal, bonjour. Je suis chansigneur dans le groupe Manivelle Swing et d'autres groupes. Et moi je suis Cyril, donc violoniste dans Manivelle Swing et puis également dans d'autres groupes. Alors chansigneur, en fait c'est la traduction en langue des signes des chansons qui se chantent par la voix, dans toutes les langues. Sylvain, Pascal et Cyril s'installent pour répéter dans ce tout nouveau lieu rennais, Citron. Oui. Le concept, un lieu où on peut déguster une crêpe pendant qu'on répare votre vélo. La langue des signes, c'est une langue. J'ai découverte dans une voiture, j'étais ambulancier, il y avait 2 petites filles qu'il fallait aller chercher pour les amener d'un point A à point B. Elles avaient une quinzaine d'années, moins que ça, 12aine d'années. Et je trouvais bizarre qu'elles ne parlent pas. C'est pipelettes, généralement, les petites filles comme ça. J'ai regardé dans mon rétroviseur, j'ai vu j'ai vu des mains qui bougeaient. Et là, j'ai eu le coup de foudre. Un coup de foudre instantané que je n'avais jamais eu avant, même pour une jeune fille. Et donc, cette langue m'a sidéré, m'a foudroyé. Et j'ai plongé direct. Et je fais ça depuis 30 ans maintenant. Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau. Ma première passion, c'était la musique. Et quand j'ai découvert la langue, il fallait absolument que la langue se lie avec la musique. Mais on est un petit peu en retard. Aux États-Unis, tous les concerts sont traduits, que ce soit Madonna, Slipknot, Iron Maiden, tout le monde est traduit. Et en France, c'est la croix et la bannière parce que les gens, les organisateurs, ils n'osent pas aller vers les stars pour leur demander si ça ne les dérange pas de traduire leurs chansons. Allez Pascal, tu nous apprends quelques trucs en langue des signes ? Les sourds, quand ils rencontrent quelqu'un pour la première fois, on va épeler son nom avec l'alphabet A, B, C, D, E, F. Et puis une fois qu'on le connaît, on prend une particularité, soit physique, soit de son nom. Moi, je m'appelle Pascal, comme ça. Macron, c'est ça. Mitterrand, c'était les dents qu'on avait limées. Et chaque personne, chaque ville, chaque pays a un signe. Donc ici, au départ, c'était Rennes, R-E-N-E-E-S, et maintenant, c'est Rennes. Moi, j'ai grandi à Paris. J'ai fait des études d'art plastique. Et puis, après, dans mon parcours étudiant, j'ai plutôt rencontré le monde alternatif, les squats artistiques à Paris. Et toute une façon de voir le monde autrement. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. Et avec la langue des signes, avec Pascal, c'est la rencontre avec une autre culture, un autre monde qui moi aussi m'a un peu tapé dans l'œil, mais dans l'âme aussi. Ce qui fait que j'ai dû et voulu apprendre la langue des signes pour converser après avec les sourds. On essaye effectivement de jouer pour tous et c'est un vrai plaisir. Avant d'être chanteur, Sylvain a exercé plusieurs professions. C'est également le cas de Pascal. Mais parfois, il est difficile de choisir entre 2 carrières, surtout quand on est passionné et qu'on a la vocation pour les 2. C'est le cas de François Audrin,
professeur à Rennes et musicien-compositeur la nuit sur scène. Il conjugue ces deux métiers et a entrepris un vaste chantier artistique autour du patrimoine avec ses élèves dans le site des Fours à Chaux de Chartres de Bretagne. C'est un film de Pierre-François Lebrun. Quand j'avais votre âge, quand j'étais au collège, je voulais être prof d'histoire. Et quand j'étais au lycée, je voulais être musicien. Et en fait, des petits rêves d'enfant comme ça, j'ai fait les deux. Je m'appelle François Audrin. Ça fait une vingtaine d'années que je fais des albums en chansons françaises, en trip-hop. Parallèlement, je suis enseignant d'histoire au collège Émile Zola de Rennes. Quand il y a eu cette opportunité de faire quelque chose avec le festival Art in Situ, qui travaille beaucoup autour des lieux de la révolution industrielle, de la mémoire ouvrière, ça a tout de suite tilté dans ma tête et on a proposé de faire un projet ici. On laisse un tour et nous on fait les 3 derniers ensemble. L'idée c'était de s'inspirer du lieu pour créer une dizaine de chansons. C'est des chansons qui sont propres à mon univers, que moi j'ai envie de mettre en forme dans ce lieu-là, qui me semble très inspirant. Les soirs d'été, les proies se côtoient. Au ralliement des loups, au cercle d'amour. J'ai eu envie de travailler sur ce projet sous un angle artistique, mais aussi, et c'est une chose tout aussi importante pour moi, c'est le travail avec des collégiens. Alors ils sont venus visiter le site. Moi ce que j'aimerais bien vous demander aujourd'hui, c'est d'avoir dans un petit coin de votre tête l'idée de mots qui pourraient résonner chez vous. S'imprégner du lieu et noter ces mots qui vont servir à écrire des poèmes. Épuisement, ça peut être très beau. La manière dont tu vas l'associer à d'autres mots. Ça te dit quelque chose, ça? Il est né en 1871. C'est jusqu'à quelle année? 26. Mais là, tu vois, il n'y a que 3 ans d'écart, donc là, on peut voir qu'il a 55 ans. De 12 à 16 ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de 12 heures. Ça t'intéresserait, toi, d'enregistrer ça? D'enregistrer ça où? Dans un micro? Ouais. Mon métier d'artiste se nourrit de ce que je peux faire avec les élèves. Et inversement, mon métier de prof me nourrit aussi de ce que je peux faire artistiquement. C'est cette dualité et cette interconnexion qui me fait, moi, personnellement vibrer et qui me donne envie d'avancer. Et dans la fumée noire, le soleil se couchait. C'est la révolution, le retour à la terre, et je cherche le nom du nouveau millénaire. Super. Dans le projet, on n'a pas de batteur, on n'a pas de bassiste. On a David Monceau. C'est un super musicien qui prend du son un peu partout, qui fait beaucoup de collages sonores à partir de plein de matières. L'idée, c'était de s'inspirer du lieu et surtout aller capter des sons qui vont nous servir de base à nos rythmiques. Il y a une chanson qui s'appelle Début de siècle. Je suis arrivé avec une petite mélodie, voix, guitare, couplet, refrain, et puis on en a fait un poème parlé avec beaucoup de métal, de quincaillerie derrière. Et la chanson n'avait plus rien à voir dans ce qu'elle dégageait. Dans ce début de siècle, des milliers de silhouettes, des milliers d'ombres dans le soleil levant. Je les vois grandissant dans la tourmente d'un ciel de cendres. Je les vois tournoyant encore. L'accident de la rue Vasselot. L'infortuné souffrait déjà depuis quelque temps, et dans la nuit, il fut pris par la hantise d'aller reprendre son travail à la Société des Fours à Chaux de l'Ormandière. C'est ça qui est fou, c'est que
qu'on ne sait pas d'où vient la source. Jamais d'où vient la source, c'est dingue. Et ça, c'est bien. Les sources sur lesquelles on a travaillé aux archives sont une matière pour une installation sonore sur des bornes d'écoute qui vont être installées pendant le festival Art in Situ. Ça peut être un élève qui a écrit un poème sur un ouvrier qui rêve pendant une pause. Et puis ça peut être aussi des choses très factuelles sur la législation du travail des enfants, par exemple, qui montrent un petit peu la réalité du site de l'Ormandière au XIXe siècle. Comité de grève des ouvriers. À toutes nos demandes d'augmentation et de réunion, la chambre patronale nous a répondu d'attendre. Notre idée, c'est d'essayer de retranscrire l'énergie qu'on a eue dans la salle à côté pendant 10 jours et de vous la restituer aujourd'hui. La lente mécanique dans le palais des ombres, autour des tours de briques, quand le soleil est sombre, la machine s'emballe, les appétits s'aiguisent, plus de force animale, plus de bras de chemise, au nom du vrai travail sain, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. Il y a plein de lieux industriels en France. On a un peu cette envie d'aller jouer ces chansons sur ces lieux-là, mais en proposant aussi un travail sur le son des lieux. Et toujours, moi, ce qui me passionne, des ateliers d'écriture poétique sur ces thèmes-là. Un grand merci à David Evert, David Monceau et Daniel Pabeuf. François partage sa passion de la musique avec ses élèves. Le partage, c'est aussi ce qui inspire nos peintres du jour, Phil et Chat, qui ont déjà bien avancé sur leur toile. Alors moi, en fait, j'ai pas mal fréquenté les ateliers d'artistes à une époque et en fait, j'ai travaillé autour d'un projet avec la ville de Rennes. Et c'est là, en fait, que j'ai rencontré Philippe. Et on s'est rendu compte que nos travaux, en fait, il y avait un côté masculin et féminin qui pouvait créer une espèce d'homogénéité et qui était très intéressante puisque l'un apportait à l'autre et vice-versa. Charlotte est plus dans une démarche plus sensitive, alors que moi, j'ai plus un regard sociétal dans mon travail. Et ce qui fait que, finalement, c'est vrai, c'est très complémentaire de l'un et de l'autre. Il n'y a pas vraiment de recettes ou de... On fait les choses assez spontanément. En fait, on se connaît bien, on se fait confiance. Donc, généralement, on sait comment travaille l'autre et on sait qu'on finit toujours par avoir un résultat intéressant. Bon, on s'engueule de temps en temps aussi, mais... Ouais. Alors, on n'est pas toujours d'accord, mais je veux dire, non, oui, on s'éclate parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Donc, du coup, c'est accepter aussi de se laisser surprendre par l'autre ou par... D'ailleurs, Picasso disait que si on sait exactement ce qu'on va faire, à quoi bon le faire? Donc, pour le coup, ça se prête bien à nos exercices. Tous nos artistes continuent d'avancer sur leur performance du jour. Les coulisses, les préparations, les répétitions, c'est la grande majorité du planning d'un artiste. And their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. Mad world. Il y a quelque temps, la comédienne Séverine Coulon accueillait à la veille de son nouveau spectacle pour nous en expliquer le message. Questionnée sur l'obsession des apparences inculquées aux fillettes dès le plus jeune âge via les contes. Avec brio et sourire, la comédienne prône la différence chez chacun et chacune. Il était une fille. Il fallait que ça tienne dans un camion pas trop grand et qu'on puisse tout monter en 4 heures. Je suis devenue metteur en scène et comédienne, j'étais déjà comédienne, et sauf que je suis devenue chef d'entreprise aussi. Je gère les gens, j'embauche des régisseurs, voilà, oui j'aime bien. Ouais, on l'a passé
passe par-dessus. Voilà, on va pouvoir rebaisser. Bête et moche comme un âne. Peut-être que sous ma peau je suis belle et mince, sans poils et sans boutons. Parfaitement parfaite. Un album jeunesse qui s'appelle Les Trois Contes de Louise Dunton. Il m'a tout de suite paru pertinent pour être porté à la scène en fait. Elle était présente presque sur toute la création, c'était vraiment une partenaire dans le travail artistique, à la fois sur des conseils sur les dessins, sur l'encre, et puis aussi sur un regard extérieur très juste. Et donc Blanche-Neige et La Petite Sirène dans Fille et Soie, dans mon spectacle, sont vraiment complètement inspirés de son travail. Notamment dans Blanche-Neige, les marionnettes sont faites en fil de fer et en soie, et les personnages sont vraiment sortis de l'album. Et le texte, une partie du texte du spectacle est le texte intégral de l'album. La reine ayant frôlé la mort s'accommode alors de la vieillesse. Ce qu'on ne raconte jamais, c'est que Blanche-Neige aussi vieillit. Dans la façon dont elle raconte La Petite Sirène, il y a une image que je trouve très juste où on voit sa petite sirène qui est derrière un paravent dans un dressing et elle suspend ses queues de poisson à des cintres. Et là, on la voit enfiler des jambes. Et moi, quand j'ai vu cette image, j'ai tout de suite pensé à des bas. Les bas à l'ancienne, autrefois, on voyait la forme du mollet, du genou et tout. Ce qui m'a entraînée de fil en aiguille à tous les accessoires, les falbalas, les objets féminins. Donc soit de torture, soit de plaisir aussi. Le foulard, les bigoudis, le rouge à lèvres, les talons aiguilles, l'épilateur, tout ça. Toute cette accumulation. Et donc c'est ce qui m'a dirigée vers le théâtre d'objets. Et c'est pour ça que c'est grâce à cette image dans l'album que j'ai eu l'idée de raconter Ma Petite Sirène en théâtre d'objets. Pour être bonne mariée, il faut souffrir. Le prince est séduit par le charme et la beauté de cette jeune fille. L'idée de départ, c'était toucher les petites filles dès 5 ans, même si c'est tôt, mais c'est déjà à ce moment-là qu'elles se posent la question de la couleur de la robe qu'elles vont mettre, etc. Leur parler du chemin que j'ai fait et de la difficulté d'être une femme et des injonctions qu'on reçoit. Et l'idée, c'était aussi que les petits garçons à côté écoutent. Et moi, depuis que je travaille dans le jeune public, je travaille toujours aussi en direction des adultes, parce que ça me paraît indispensable de toucher à la fois les grands comme les petits. Et puis j'ai rien à me mettre. On raconte que pour plaire au prince, il faut avoir le corps bien mince. Parler des différences, parler des normes qu'on nous impose. Enfin, tu vois, j'aime bien aborder le fond avec les enfants. Puis, comme ils ont souvent tout capté, il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, ils commencent toujours avec des questions. Comment on fait ? Comme j'ai pas envie de tout leur dire, je leur dis, mais c'est comme la magie, on n'a pas le droit de révéler le secret. Et après, je les amène à parler du fond et des thèmes. À travers ces spectacles, Séverine démontre que la différence de chaque être est une richesse. Elle aussi prône sa propre différence via ses textes et sa scénographie. Mais pour nos artistes, c'est quoi la différence dans l'art ? Alors la différence dans l'art, à mon avis, elle a deux facettes. La différence, ça peut être la technique qu'on utilise ou ça peut être le sujet qu'on décide de traiter. Alors on peut cumuler les deux, on peut traiter différemment techniquement un sujet qui est nouveau, mais la différence dans l'art, c'est
pour moi, c'est ça. Christo, c'est effectivement s'appuyer sur un monument donc, qui existe déjà et décider de l'emballer dans du plastique. Là, la technique, elle est différente. Le monument, il est toujours là, mais on le présente autrement. Donc, ouais, Christo, c'est vraiment un bon exemple. Moi, j'aime bien Botero aussi parce que c'est représenter des personnages qui sont là aussi, qui pourraient paraître grotesques parce qu'ils ont cette espèce de drôle de forme, de bonhomie, etc. Mais de les mettre partout, en pleine ville, et finalement, ils deviennent nous, ou on devient eux, en fait. Il n'y a pas de limite à l'art. C'est vraiment, pour moi, c'est le côté créatif, innovation, imaginatif. Donc l'art ne s'arrête pas uniquement même au domaine culturel. Et voilà. Et pour ma part, la musique, en fait, c'est vraiment avant tout un partage sans frontières, et sans frontières même au niveau des arts. Et moi, je trouve extraordinaire de pouvoir mélanger les différentes formes d'art. Voilà. Pour moi, l'art, tout le monde est artiste à partir du moment où on lui donne les moyens de s'exprimer. Et je pense que chacun, dans sa vie, pourrait être défini comme artiste si on lui donne cet espace de liberté. Et je pense que c'est plus une question de cadre dans lequel on est éduqué qui fait qu'à un moment, certaines personnes, on va les orienter ou elles vont s'orienter elles-mêmes par défi ou par besoin vraiment personnel fort dans une carrière dite d'artiste, en tout cas sur une voie artistique, alors que d'autres se disent « non, 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 c'est pas pour moi, je suis pas capable, j'ai pas... » Mais en fait, on n'a pas donné l'accès à ça, à tout le monde. Et pour moi, en fait, la différence dans l'art, c'est juste assumer d'être soi-même. Et non pas différent des autres, mais juste soi-même. Après, si on est différent les uns des autres, c'est un peu normal. Chaque art est différent, même si on restait dans le cadre de la peinture, quoique la liste serait longue, parce que chacun n'approche pas les choses de la même façon, et aussi on ne voit pas les choses de la même façon. C'est ce qui fait la richesse de tout ça, du monde des gens en général, et ce qui enrichit aussi le fait de travailler l'art dans sa généralité, on va dire. C'est une fenêtre ouverte en fait sur l'inconnu et mais surtout aussi, je crois, une fenêtre ouverte sur l'autre. C'est un échange avant tout. Une couleur de peau différente, un corps différent, une chevelure flamboyante ou encore pas de cheveux. Les personnages de Phil et Chat se ressemblent et se rassemblent uniquement dans une fantaisie à l'extrême. On est différent quand on n'a pas de cheveux ? C'est la question que se pose le réalisateur Paul Cambon dans son film « Le futur sera chauve », produit par Wagprod. En voici un extrait, c'est l'OFNI du mois. C'est pendant ce repas que j'ai pris conscience de mon destin. En observant mon père et mes oncles se goinfrer comme des singes, leurs crânes lisses alignés en brochette. Ça m'est tombé dessus d'un coup. Cette brochette, c'est mon avenir. Depuis ma naissance, bien caché dans le noyau de chacune des cellules qui composent mon corps, quelques gènes codent la sentence inexorable de la chute progressive de mon scalp. L'hypocrisie autour des chauves est sidérante. Un regard compatissant sur votre tête, on prétendra que ce n'est pas si grave, que ce n'est pas ce qui est important. Mais regardez donc dans les films, les chauves y sont toujours faibles, nazes et mesquins. Excuse me. Voilà ce que les gens pensent vraiment. On voit aujourd'hui les chauves comme des gens laids et peu fiables. Et tout ça parce que la société matérialiste nous fait aimer ce qui est rempli. La vision d'un espace vide nous effraie et fait naître une sensation incontrôlable de dégoût. Les chauves se baladent en brandissant le vide en haut de leur tête. Il ne sert à rien de le couvrir. Tout le monde sait qu'il est là, qu'il aspire tout. Leur crâne nous donne le vertige cosmique. Ce n'est pas surprenant que les chauves ne soient pas très populaires, voire carrément rejetés et mis de côté. Il en résulte que ça pue vraiment d'être chauve. Et encore plus de savoir qu'on va le devenir. À chaque instant, je sais que le moindre coup de vent rapproche le sommet de ma tête du désert qui l'attend. J'ai donc perdu tout espoir de mener la vie de rêve qui m'attendait sans doute grâce à mes cheveux. Je voulais mener une vie de succès, m'accoupler avec une femme belle, intelligente et folle.
Partager rire et sarcasme en passant ma main dans une chevelure abondante qui ferait l'admiration de mes amis. Reconnu en tant que membre d'exception par la société, on m'aurait sans cesse appelé pour participer à tout ce qui compte. On m'aurait invité à prendre les décisions qui nécessitent la clarté d'esprit d'un être qui ne connaît pas la peur et le rejet. Mais rassasié de pouvoir et d'esprit mondain, je me serais lassé de ne côtoyer que les puissants. J'aurais d'abord fui la compagnie des hommes en me faisant apprivoiser par une famille de tigres dans la jungle. Ma nature sauvage et primitive aurait été enfin libre de s'exprimer totalement. Puis j'aurais pris conscience que ma place est malgré tout parmi mes semblables. Incapable de retourner à la vie normale pour autant, j'aurais intégré la frange marginale de la société. Enfin libre d'être moi-même. À partir de là, je me serais employé à explorer les recoins de la nature humaine, pour la pousser toujours plus loin. À un moment donné, j'aurais forcément atteint une certaine forme d'éveil mystique. Le film est à voir dans son intégralité sur la toile. La différence dans l'art serait dans le propos ou le sujet choisi. Quand on demande à nos invités du jour s'ils se sentent des artistes différents ou hors normes, les réponses ne se font pas attendre. C'est le premier coup de gueule artistique du Grand Bazar. Si j'utilise un mode d'expression plutôt classique, des appareils photo, il y en a plein, et des photographes, il y en a aussi beaucoup. En revanche, mes sujets, oui, sont différents. Ils sont différents des poncifs qu'on veut nous faire avaler à longueur d'année dans les magazines, sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est vraiment mon truc. Voilà. On reste toujours dans la catégorisation. Il y a les artistes sourds, les artistes aveugles, les artistes autistes, les artistes... ils veulent toujours catégoriser. Et tous les gens sont des artistes. Et il n'y a pas besoin de ranger. On ne va pas dire Beethoven, il était musicien, mais il était sourd. Ah oui, Van Gogh, il était demi-sourd, puisqu'il s'était coupé l'oreille. Mais on peut ranger tous les gens dans des tas de catégories, effectivement. Non, l'art, chaque personne s'exprime de la façon la plus naturelle possible, qu'il soit sourd, aveugle, handicapé. S'il n'a pas de jambes, pas de bras, il peint avec sa bouche, et puis terminé. L'art, c'est de l'art, voilà. Et qu'on leur laisse une place pour s'exprimer. Voilà, c'est tout. Bravo. Absolument, oui. Ouais. Ça, c'est bravo en langue des signes. Et c'est l'heure du livre du mois. Le titre, c'est Jusqu'au premier mot de Pascal Millet. Pascal Millet partage son temps entre la Bretagne et le Québec. Ancien guide aux baleines, il est l'auteur de nouvelles, de livres pour la jeunesse et de romans noirs. Son œuvre s'intéresse aux existences entravées, aux combats de ceux qui sont nés avec de lourdes chaînes. Jusqu'au premier mot, son dernier roman paru aux éditions Locus Solus raconte l'histoire d'une jeune femme et d'une fillette en cavale, réfugiées dans la maison d'un peintre. La petite fille a perdu la parole. Dans les pages de son cahier, elle dit qu'elle a tué sa mère. On était dehors. Le soleil chauffait déjà et Marlène avait sorti le linge de la machine pour l'étendre sur le fil. Elle avait tout mis dans une grande bassine et m'avait demandé de l'aider. Un slip de pierre, une de mes culottes. Je lui passais les vêtements un par un et elle les accrochait. Une chaussette, une serviette et sous la serviette, aplati et raide, le petit chat. J'ai reculé d'un pas, ma vue soudain brouillée. Minus était allongé sur le dos. Un petit bout rose de sa langue sortit de sa bouche. Il était mouillé, tout raide, tout mort. Je me suis accroché à Marlène et je ne l'ai plus lâché. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? J'ai montré la bassine, montré le chat. Marlène s'est figée. Elle m'a regardé et juste après, elle a dit « C'est rien, c'est pas grave. C'est un accident. Ce genre de choses arrive, surtout avec les petits chats. Il a dû vouloir visiter la machine, trouver un coin pour dormir tranquille et toi, tu l'as enfermé dedans. C'est pas de ta faute. Tu n'y peux rien, hein ?» Marlène s'est penchée sur la bassine et a pris le petit chat par une patte pour le déposer sur le sol. « Tu ne l'as pas fait exprès, au moins ?»« Non, j'ai fait de la tête. » Non, plusieurs fois, des larmes plein les yeux. Il n'est plus vraiment beau maintenant. On est restés toutes les deux à le regarder.
1, 2, 3, 4. Phil et Chat ont quasiment fini leur toile. Ils vont être rejoints par les autres artistes d'ici quelques minutes. Pascal, notre photographe, peaufine les retouches de ses photos qu'il va faire développer. Il est l'heure du clip du mois. C'est le clip qui a reçu le plus de clics ce mois-ci sur Cube. Il s'agit de J'en ai marre de Harrison Swing, un clip réalisé par Jean-Thierry Debord. J'ai le vertige de la page blanche, ça me rend nerveux. Il a le vertige de la page blanche, ça le rend nerveux. J'en ai marre, j'ai plus d'inspiration. C'est une micro-dépression, je tourne en rond, j'aimerais écrire une drôle et subtile chanson. Oh, il est tard, et je gratte sur ma guitare. Je chante des rimes qui m'animent, je fulmine, me mine, m'enfume la mine, mime. Mais ma copine frappe au plancher. Et à coup sûr, je viens de la réveiller. Wow, de la réveiller. Wow. L'heure avance. Dans quelques instants, nous allons découvrir le travail de nos invités. Bon, je pense, moi, l'ombre, c'est bon. T'en es où, là? Ça m'a l'air pas mal aussi. Je pense qu'on a terminé. Hein. On s'en tient là? Ouais, ok. Moi, je pense que c'est pas mal. On range. Ah bah tiens, ça tombe bien, tous les collègues qui sont là. Super. C'était une journée super productive. Moi, de mon côté, j'ai fait ça. Des portraits, des employés du Café Joyeux. Et on s'est bien amusé, voilà. C'est les photos que tu as pu développer même dans la journée? Hein? Elles ont été faites dans la journée, oui, triées, traitées, pas retouchées parce que je retouche peu mes photos, mais traitées parce que petit contraste, petite saturation de couleurs, etc., pour qu'elles soient bien équilibrées. Bah, et puis voilà, ça date d'aujourd'hui, c'est encore tout chaud. Bon, et vous avez fait quoi aujourd'hui? Bah, nous, on a passé la journée à peindre tous les deux. Voilà, le résultat. Donc voilà, on a attaqué sur une toile blanche dès ce matin. D'accord. On a aussi joué le jeu de travailler plusieurs techniques, puisqu'on a fait une partie à l'huile, acrylique et des collages. Pascal, Cyril, viendez. J'ai l'impression d'aller dans plusieurs univers à la fois. Ouais, Qu'est-ce que vous avez préparé? Bah, on va vous montrer, hein. On va se changer d'abord, parce qu'on va se la péter un peu. On va vous laisser un peu ça. Les artistes ont décidé d'interpréter Je suis snob de Boris Vian. Cette chanson incarne une certaine différence, voire excentricité du domaine de l'absurde dans la chanson à texte. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien, mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde, je suis snob, foutrement snob. Mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu, un rubis au doigt de pied, pas celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je
Je vais au cinéma, voir des films suédois, et j'entre au bistrot pour boire des whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob, c'est bad. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baroques, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit tous les vendredis avec les amis pour faire du snobisme party. Il y a du coca, on déteste pas ça, et du camembert pour manger la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, oui j'aime chose au diamant. On ne peut y arriver plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait. Eh ben je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant. Je suis snob. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar. Je passe le mois d'août au plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob. Encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un sphère chez Dior. Bah oui, hein, parce qu'on est snob jusqu'au bout. Merci bien. Pascal, Cyril.